assez de conducteurs de bus et trams dans la métropole pour conduire les 340 000 voyageurs journaliers sur le territoire. MTAG lance une vaste campagne pour recruter 150 personnes. Le département de l'Isère a remis leur diplôme à 14 nouveaux assistants familiaux, une reconnaissance professionnelle supplémentaire de leur métier au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, c'est le point culminant de Grenoble, la Bastille, qui intègre aussi le Rabot. Une exposition les met en lumière à la plateforme Place de Verdun. Les co-commissaires Denis Coeur et Nicolas Tixier sont les invités de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 13 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un métier nommé désir, alors que le nombre de conducteurs et conductrices de bus et tramways a diminué ces dernières années, MTAG lance une campagne de recrutement sans précédent et ouvre même samedi son dépôt de JR. Une journée pour l'emploi pour découvrir les coulisses de l'entreprise et discuter avec des agents, ce qu'a pu faire en avant-première il y a quelques jours Gaëtan Loiseau. Et si vous deveniez conducteur de tram? Donc là, allez, poussez la fond, et jusqu'à ce que vous voyez affiché 30 km/h ici. MTAG cherche 150 conducteurs tram ou bus, ce qui représente sa plus grande campagne de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de départs dans ces années-là de baby-boom, et puis parce qu'on a aussi pris du retard dans les années Covid dans le recrutement, et également parce qu'avec le nouveau réseau M-Réseau, on a besoin de pas mal de conducteurs. Donc les trois effets cumulés créent ce pic de demande. Mais alors, qui peut candidater ? Presque tout le monde. Quelques compétences sont tout de même privilégiées, comme le bon relationnel et la rigueur. Il faut aussi avoir au minimum le permis B. Des formations futures vous permettront d'avoir le permis D pour pouvoir conduire des bus et pourquoi pas plus tard, un tram. Donc c'est deux conduites quand même assez différentes. Le bus est quand même beaucoup plus actif effectivement, puisqu'on est amené à tourner le volant, etc. Ce qui n'est pas le cas sur le tram, où là on est guidé comme vous dites. Et donc sur le tram, il y a effectivement la partie quand tout se passe bien, qui peut paraître relativement simple, mais après il y a tout un tas de cas particuliers qui peuvent se produire et où le conducteur doit savoir réagir. Une campagne de recrutement qui se fait en collaboration avec France Travail, obligeant MTAG à respecter certaines règles. Ce dont on doit s'assurer, c'est que l'entreprise elle adhère aux principes déontologiques de la méthode. Donc je disais tout à l'heure, non-discrimination, l'engagement aussi de l'entreprise de recevoir tous les candidats qui sont validés. Ancien fonctionnaire dans la recherche, Thomas est arrivé il y a quelques années en tant que conducteur. Une reconversion qu'il ne regrette pas du tout. Et voilà, parce qu'il y avait des possibilités d'évolution aussi, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas dans toutes les entreprises qu'on a la possibilité d'explorer trois métiers complètement différents, comme c'est mon cas. En l'occurrence, la conduite, le contrôle, la prévention. Et peut-être, je l'espère, en fin d'année ou en début d'année prochaine, la conduite du tram, en seulement 5 ans. Les horaires peuvent être parfois contraignants avec du travail le week-end ou la nuit. Mais il y a aussi de nombreux avantages, notamment au niveau du salaire. 2 400 € brut au bout d'un an, une prise en charge totale de la mutuelle et bien évidemment un abonnement à tout le réseau gratuit pour le salarié et sa famille. Et la société de transport en commun VFD recrute également 50 conducteurs ou conductrices et organise là encore plusieurs journées portes ouvertes. Les prochaines le 7 avril sur son centre de Saint-Égrève ou à Bourdoisan le lendemain. Suite au meurtre de Jean-Pierre Maldera, commis mercredi matin vers 10h30 sur l'A41 à hauteur de Domaine, la police lance un appel à témoins à toute personne susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête en cours. L'ancien gangster a d'abord été visé par une arme à feu avant d'être percuté par la voiture des assaillants. 2 numéros de téléphone sont ouverts, ainsi qu'un mail et la plateforme moncommissariat.fr. Accueillir un enfant, c'est toujours le bonheur et une nouvelle aventure qui commence dans une famille. Mais quand ce ne sont pas les siens, mieux vaut être bien préparé. Au sein de son dispositif d'aide sociale à l'enfance, le département de l'Isère a renforcé l'accès à la formation des assistants familiaux avec un parcours de formation de 240 heures qui complète celle obligatoire de 60 heures. 14 agents de la promotion 2024 se sont vus remettre lundi leur diplôme d'état d'assistant. On apprend quand même beaucoup de choses pendant cette formation et notamment à être un peu plus professionnel aussi parce que c'est quand même une profession qui est régie par des lois et un cadre législatif très précis. C'est un accompagnement au quotidien pour aider des enfants
à se sociabiliser, à récupérer de certaines blessures qui peuvent être physiques, psychologiques. On doit les aider à grandir et s'épanouir et découvrir le monde de manière sereine et en sécurité. En termes de rémunération, nous donnons le SMIC dès l'accueil du premier enfant, ce qui n'était pas le cas avant que la loi l'impose. Donc nous avions anticipé et puis valoriser le métier, en parler de manière positive parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques qui se passent avec ces assistants familiaux. C'est un engagement volontaire, cette formation complémentaire. Il y a au préalable 60 heures qui sont obligatoires avant d'accueillir un premier enfant et ensuite cette formation qui est beaucoup plus longue, qui demande un investissement personnel de la part des assistants familiaux. Donc voilà, c'est un moment important de reconnaissance et puis le temps de les féliciter et de reparler de leur fonction qui est extrêmement importante pour les enfants qui leur sont confiés. Au 31 décembre 2024, 2024, j'étais un peu en avance, 834 mineurs et jeunes majeurs étaient accueillis par 429 assistants familiaux. Au collège Picasso d'Échirolles, les enseignants du syndicat SNES-FSU et les parents d'élèves de la FCPE demandent plus de moyens et de personnel pour la rentrée prochaine. Les réponses apportées pour l'instant ne les satisfont pas. Une petite poignée d'entre eux a manifesté devant le rectorat de Grenoble ce jeudi après-midi. On va se retrouver alors qu'on est un collège en éducation prioritaire à 25 élèves par classe, c'est-à-dire le plafond qui est toléré en éducation prioritaire. Donc ce qui est déjà énorme au niveau des effectifs pour le suivi des élèves et le travail avec les élèves. Mais en plus, au niveau de l'établissement, avec une vingtaine d'élèves qui sont notifiés ITEP, IME ou ULIS, mais qui sont sans place et sans affectation. Ce qui fait que sur ce niveau-là, en particulier en 4e, on va se retrouver avec des élèves d'un niveau CP-CE1 jusqu'à des élèves qu'il faut former pour le brevet et pour les études supérieures, ce qui est juste impossible et ingérable à faire en l'état. Une journée collège mort est prévue vendredi. Les parents sont incités à ne pas envoyer leurs enfants en cours, mais la discussion sera la bienvenue. Les coureurs de la 83e édition du Paris-Nice étaient en Isère ce jeudi après un départ à Saint-Just-en-Chevalet dans la Loire, une arrivée à la côte Saint-André et une belle petite grimpette, la côte de Notre-Dame-de-Sier, parfaite pour scier les mollets, appelée aussi le mur du 8. Victoire du Français Lenny Martinez qui a su s'extirper de l'échappée à 100 mètres de l'arrivée. Cette journée pour Jonas Vingegaard qui perd le maillot jaune au profit de son coéquipier Matteo Jorgensen. Vendredi, les coureurs repartiront d'Ardèche direction le Soleil et les Bouches-du-Rhône. Les autres rendez-vous sportifs du week-end. Le retour des Brûleurs de Loup à Pôle Sud pour les demi-finales de Ligue Magnus vendredi et samedi à 20h. On attendait Rouen. Ce sera Amiens. Les Gothiques ont battu les Dragons au bout de 7 matchs. Rendez-vous pour une nouvelle étape avant le titre. C'est le week-end des Retro Riders. Combi fluo, monoski authentique, lèvres blanches et grosse marade au programme. C'est au Collet d'Alvar vendredi et au Settlo samedi avec DJ, test matos, expo, barbecue et bourse internationale du fun. Le fun et la solidarité, c'est le combo gagnant de l'Asparonne, une course pour soutenir les jeunes en situation de handicap avec l'association C'est ma vie. 5 ou 10 km de marche ou de course ce dimanche 17 mars au départ du lycée du Grésivaudan à Mélan. Et puis, alors que le GF38 joue à l'extérieur, le GF38 féminin vous attend pour une ovation au Stade des Alpes pour un match de championnat classique contre Montpellier. Ce sera dimanche à 14h30. C'est comme si elle avait toujours été là. Quand on dit Bastille à un Grenoblois, il ne vous répond pas 1789, mais plus sûrement Bulle ou Balade. Mais son histoire ne se résume pas à cela, ni celle du Rabot et de sa cité U qui est en train d'être vidée de ses étudiants par le Crous. L'exposition Bastille inédite, Rabot insolite est à voir depuis cette semaine à la plateforme Place de Verdun. Elle nous plonge au cœur de l'histoire de cette montagne urbaine. On va en parler avec vous. Denis Coeur, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes historien et co-commissaire de cette exposition. Et à vos côtés, Nicolas Tixier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également co-commissaire de l'expo, mais vous êtes enseignant-chercheur à l'école d'architecture l'ENSAG. Alors Nicolas Tixier, comment est née cette expo, l'idée de présenter ça ? Alors depuis 5-6 années, la ville travaille à réfléchir au devenir, en fait, en particulier non pas que de la Bastille, mais du Rabot. Et pour cela, il y a eu énormément de travaux réalisés par des architectes, par des urbanistes. Il y a eu un concours Europan.
Et lors de l'année Capitale verte européenne, il y a eu tout un nouvel investissement sur la Bastille. Donc l'idée, c'était d'apporter un regard à la fois rétrospectif sur les différents usages de la Bastille et du Rabault en particulier, mais aussi un regard prospectif sur son devenir demain. Pourquoi avoir appelé cette exposition comme ça ? Alors, peut-être que si la Bastille, son site sommital, est extrêmement connu, on pourrait peut-être considérer qu'aujourd'hui, le Rabault, ou certains endroits de ces trois faces, le sont moins. Mais c'est en particulier grâce aux travaux de mon co-commissaire Denis Coeur que nous avons découvert toute une série de documents inédits qui projetaient la Bastille du temps des militaires jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les usages de la Bastille sont bien différents. Il y a à la fois, alors il y a le belvédère, parce qu'évidemment, quand on vient à la Bastille, finalement, ce qui est curieux, c'est qu'on ne visite pas tellement la Bastille, on vient pour la vue. Oui, mais c'est toute l'histoire de la Bastille est celle-ci. C'est-à-dire que la Bastille est à la fois un lieu qui est représenté, on trouvera des peintures, des tableaux, des films, mais c'est un lieu surtout depuis lequel on peut représenter et projeter la ville. Et donc c'est ce lien fort entre cet éperon rocheux, cette montagne urbaine et la ville qui est indissociable en fait. Donc on parle de l'un et on parle de l'autre. Et dans l'exposition, c'est un peu ce que je disais en présentation, c'est passé, présent, futur. Et oui, c'est futur aussi puisque le Rabault va être déserté de ses étudiants. Et donc, on va voir quelques images d'ailleurs du Rabault comme il est à peu près actuellement. Voilà. Et donc d'ailleurs, si vous allez vous y promener, parce que c'est un lieu public, vous allez voir aussi pas mal d'inscriptions sur les murs qui sont l'histoire de ce qui s'appelle les rabotins, ces étudiants qui habitaient le Rabault et qui ont raconté à un jeune artiste pas mal d'anecdotes. Mais aujourd'hui, en fait, c'est surtout un concours d'architecture européen qui permet à un groupe d'architectes urbanistes qui s'appelle GRAB, Grenoble Rabault Bastille, de penser son futur. C'est ce qu'ils sont en train de faire et vous verrez leurs premiers travaux à la fin de l'exposition qui nous montrent comment la Bastille peut-être sera utilisée dès demain, le Rabault, dès demain, peut-être de façon transitoire, avec une visée à plus long terme d'un usage plus pérenne. Denis Coeur, avant de voir les étudiants, c'était un lieu chargé d'histoire plutôt militaire, un fort, un point de vue pour regarder les ennemis arriver de loin. C'est vrai que Grenoble, pendant très longtemps, en fait, a été une place, une forteresse militaire. On est dans l'arc alpin et jusqu'au début du XXe siècle, il fallait aussi pouvoir se défendre contre notamment une partie de l'Italie. Alors c'est pas Briançon, mais c'est pas mal quand même. Alors il y a des relations entre les deux sites, bien sûr, oui. Mais Grenoble étant plutôt une place arrière où les militaires stationnés habitaient, où tout le matériel aussi était stocké. Et dans la Bastille, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est un héritage très fort de cette présence militaire. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est le regard des militaires sur ce lieu, sur cette montagne, et ce qu'ils en ont fait au moment où, justement, les enjeux étaient ceux de la défense. Et la forteresse, finalement, elle est aujourd'hui un héritage qui marque le paysage. Elle a été construite aussi, cette entreprise extraordinaire, hein, entre les années 1820 et la fin des années 1840. On a pratiquement 25 années de chantier continu, avec des centaines d'ouvriers sur cette montagne. Donc on imagine aussi toute une vie autour de la construction, mais construction d'un projet pensé à l'époque par les ingénieurs militaires, pensé la montagne et la ville en contrebas, la montagne et les environs. Donc tout ça est inscrit aujourd'hui dans l'espace. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de rendre compte dans cette exposition, puisque finalement il y a un héritage qui se poursuit dans le temps. Comment passer du patrimoine architectural à un projet de vie? C'est aussi une manière de repenser ces espaces-là. Et donc, pour saisir ces grandes trajectoires, on a dans l'expo associé l'histoire avec justement les projections des architectes aujourd'hui. Vous avez eu accès à un fonds important de ces périodes militaires, un fonds historique important? Alors, il se trouve que les archives militaires en France sont centralisées au niveau du service historique de la Défense à Paris, et notamment les archives du génie
Ce sont le corps technique des militaires qui ont été à l'origine de la construction. Donc ces fonds sont à Paris. Ils avaient été très peu en fait investis pour des raisons à la fois techniques et puis peut-être aussi universitaires. Une ou deux personnes avaient investi ces lieux dans le cadre de recherche, mais au fond très peu des documents, notamment des plans, des très nombreux plans, ont été montrés au public. Et là, on va pouvoir en voir certains. Et donc, vous allez pouvoir en voir un certain nombre. Vous allez pouvoir apprécier tout le travail, justement, de représentation en 3 dimensions de cette montagne et de ses alentours. L'exposition doit, j'ai envie de dire, se compléter par des visites in situ. La plateforme organise plusieurs rendez-vous d'ailleurs ces prochaines semaines. Vous incitez les visiteurs à prendre des photos puis à les envoyer pour compléter l'expo. Et oui, exactement, parce que la Bastille, elle appartient à tout le monde. Et donc, l'expo se complète jour après jour, des photos qui nous sont envoyées. Et puis, vous pouvez aussi récupérer un plan pour grimper jusqu'au sommet du Rabot. Et le long de cette trajectoire, il y a une dizaine de QR codes qui viennent compléter l'exposition. Vous allez, là encore, découvrir des documents inédits. Alors, récemment, on a vu pousser, j'ai envie de dire, même si les bâtiments étaient déjà là, Babel Community qui cartonne et l'ex-IGA pour lequel la même équipe a aussi un projet. Comment ça s'inscrit dans l'histoire de la Bastille, ça ? Alors bon, la Bastille a eu des activités, ce qui s'appelle un petit peu cette tranche intermédiaire en fait, qu'on n'est pas sur le site sommital, on n'est pas sur les quais, et donc il y a eu une dimension de l'habité. On le voit très bien dans un film de 1928 où toutes les ruelles, les chemins qui menaient jusqu'au musée dauphinois étaient extrêmement habités, tout simplement. Donc, quelque part, ça redonne une vraie dimension urbaine d'habitation à la Bastille. C'est sans doute un des projets qui va se faire à l'échelle du Rabot. C'est que ça ne soit pas uniquement des espaces réservés à certaines activités, mais qui est peut-être de l'habiter peut-être encore pour des jeunes. Et que ça reste aussi public. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et je précise que la plateforme est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 19h. D'autres idées de sortie, théâtre et musique en live avec Iphigénie à Splot, nom d'un quartier du Pays de Galles miné par la précarité. C'est à l'Odyssée des Bains vendredi soir. S'inspirant du mythe grec, l'auteur Gary Owen invente une Iphigénie d'aujourd'hui, combative et drôle et furieuse, portée par l'interprétation décapante de Gwendoline Gauthier, un monologue coup de poing. De la musique italienne avec Maria Mazzotta, figure incontournable de la scène vocale des Pouilles, vendredi soir à la Source de Fontaine. Elle réinvente les chants méditerranéens en leur insufflant une énergie nouvelle qui mêle avec grâce tradition italienne et groove balkanique. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans une poignée de secondes, la météo, ce sera grisouille vendredi. On se quitte en musique avec Now Beauty à l'affiche vendredi soir du festival Jazz Alpes à l'Alpe du Grand Serre. Now Beauty a été élu groupe de l'année par Jazz News et Jazz Magazine. Excellente soirée à tous.